Est-ce maintenant? Is it now? Réflexion sur le contemporain et la culture de l'écran. Réflexion se déploie sur 8 temps. Premier temps, c'est maintenant ou jamais. Is it now? Sommes-nous maintenant? De prime abord, il ne saurait en être autrement. Nous sommes maintenant de la même façon que nous sommes ici, dans le hic et nunc de la situation présente. C'est le principe même de ces deux adverbes dont la dimension déictique nous assure que nous sommes dans ce lieu même, dans cet endroit précis, nous sommes en disant ici, et au moment présent, dans le temps actuel du terme maintenant énoncé. Nous sommes ici et c'est maintenant. Rien ne saurait être plus simple. Mais cette relation que la langue permet d'établir de façon exacte à l'aide de la déixis, l'esprit ne cesse de la complexifier, voire de la détruire. Si nous sommes maintenant, sommes-nous réellement ici, en pensée par exemple? Notre esprit peut facilement être préoccupé par des événements de la veille ou en plein musement, égaré dans des pensées disjointes qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. Nous pouvons ainsi fureter dans le cyberespace, être engagés dans un jeu de réalité virtuelle, dialoguer via un avatar avec d'autres entités tout aussi instables et fluctuantes. Nous sommes facilement dans deux endroits en même temps, ici de corps, là en pensée. La détermination du temps présent est tout aussi instable. Sommes-nous tous dans le même ici et maintenant? Partageons-nous vraiment un même présent, une même actualité? Sommes-nous contemporains les uns des autres? On peut évidemment répondre que oui, si nous ne considérons que notre coprésence a un même lieu, la dimension physique de notre présence. On peut répondre évidemment non, si ce sont nos vies qui entrent en ligne de compte, nos trajectoires personnelles. Nos savoirs sur les événements actuels ne sont pas identiques et nos interprétations de ce que ce moment signifie diffèrent du tout au tout. Ce maintenant que nous partageons est hétérogène, il est fait de multiples temps qui entrent en intersection. Deuxième temps, du même temps que. Est contemporain, dit le grand Robert, et je le cite, ce qui est du même temps que. En d'autres mots, le contemporain est une mise en relation entre deux éléments. Un événement X est contemporain d'un événement Y. L'un est du même temps que l'autre. La relation temporelle est en fait la relation la plus simple qui puisse exister entre deux événements ou situations. Ils sont présents dans un même temps. Dès que cette relation se complexifie, la forme plus complexe subordonne la plus simple. La causalité subordonne la coprésence. L'implication, la participation, l'imposition subordonne la coprésence, et ainsi de suite. Est contemporain ce qui est du même temps que. Il faut remarquer que le syntagme utilisé n'est pas être en même temps que, mais bien être du même temps que. La différence est ténue, mais elle tient au fait que, dans le premier syntagme, être en, le temps est conçu comme une simple ligne qui entre en intersection avec les deux événements, tandis que dans le second, être du même temps, le temps se présente comme un intervalle doté d'une certaine durée au cours de laquelle les deux événements en question se sont produits. Le temps de l'expression être du même temps que nous place du côté de la durée, de la période, de l'époque. X et Y sont de la même époque. Être contemporain implique donc une conception du temps abordé du point de vue de sa durée plutôt que de son passage, de l'intervalle plutôt que de la ligne, de l'imperfectif plutôt que du perfectif, pour établir une analogie avec les modes verbaux. Notre perception du temps est élastique, on le sait depuis les réflexions de Saint-Augustin, systématisées entre autres par le philosophe français Paul Ricoeur. Quelles sont les limites de cet intervalle de temps ouvert par l'idée d'une époque ou d'un même temps? On convient aisément que ces limites ne sont pas fixes, qu'elles ne cessent de varier, quand commence ou se termine une époque. Si le centre de l'intervalle peut paraître évident, ses frontières sont essentiellement floues. Qu'est-ce qui, de notre époque, appartient au passé, au futur? Notre relation au temps est faite d'une négociation complexe, où ce que l'on gagne d'un côté, on le perd systématiquement de l'autre. Parfois, le passé donne l'impression de se faire de plus en plus lointain, et c'est le futur qui pousse de tout son poids sur le présent, orientant son développement. Les progrès technologiques nous incitent à rêver de jours meilleurs, même s'il y a là un leurre dangereux. À d'autres moments, c'est le passé qui paraît s'éterniser, qui ne desserre pas ses griffes sur le présent, neutralisant le futur, l'éloignant comme une aube impossible à rejoindre.
La tradition fige les institutions et projette un monde qui ne parvient plus à se renouveler. Il arrive aussi que le passé et l'avenir pressent fortement sur le présent, ou alors se font tous les deux distants et inaccessibles, et le présent entre dans une crise où tout paraît boulonné. Ce ne sont jamais que des perceptions fondées sur ces rapports imaginaires que nous entretenons avec le réel, mais elles teintent la conception de notre propre temps. D'ailleurs, ce présent, comment le construit-on? Selon un processus ascendant ou descendant? Cette réalité qu'est notre présent se déploie-t-elle à partir de principes que les événements du monde rendent manifestes, ou est-ce plutôt que les événements, par le jeu des contingences, créent notre réalité? Celle-ci découle-t-elle d'une vision du monde ou se construit-elle à partir des faits? Quel que soit le modèle impliqué, qu'il soit abductif ou déductif, le présent se définit nécessairement dans la relation du sujet au monde et l'imaginaire en est l'interface par excellence. C'est une interface extraordinairement complexe où de multiples vecteurs entrent en tension, où les liens entre attention, attente et mémoire se multiplient, constituant un paysage d'une grande complexité. Le temps y apparaît soumis à de multiples situations de rupture qui requièrent des sutures que l'imaginaire s'empresse de pourvoir. Troisième temps. Is it now? Est-ce maintenant? Is it now? La question surgit en toutes lettres dans le film de 2002 de Steven Spielberg, Minority Report, en français Rapport minoritaire, film adapté de la nouvelle de Philip K. Dick. Dans ce film de science-fiction, John Anderton, joué par l'ineffable Tom Cruise, est le responsable d'une escouade policière singulière. Il dirige le département de pré-crime de la ville de Washington, unité dont le mandat n'est pas de lutter contre le crime, mais de chercher à le prévenir. Nous sommes en 2054. L'unité fonctionne depuis 6 ans et le nombre de meurtres violents et criminels a été réduit à 0, ce qui représente une réussite éclatante. Le département de pré-crime repose sur l'existence et le travail de 3 précognitifs, des précogs, nous dit le film. Précognitifs, donc, qui ont cette capacité extraordinaire de voir des images de l'avenir. Le futur non pas lointain, mais presque immédiat, distant de quelques heures à peine. Les précogs reposent dans un bassin rempli d'un liquide translucide et leur corps dessine un triangle. Des électrodes leur ont été fixées sur la tête et les images qu'ils aperçoivent du futur sont transmises à une série d'écrans manipulés par les agents. Si les images animées permettent de donner un aperçu du crime à venir et de son cadre immédiat, elles restent muettes sur les déterminations spatiales précises de l'événement. Ce sont des agents tels que John Anderton de manipuler les données et de les interpréter, de mettre en relation les diverses bases de données de l'État afin de compléter la scène et ultimement d'arrêter le meurtrier avant qu'il accomplisse son crime, devenant ainsi un pré-criminel. L'une des premières scènes du film montre John Anderton au travail dans son espace d'analyse des images. Il est debout face à un écran transparent et au son du premier mouvement de la symphonie numéro 8 de Schubert, il manipule des images, les déplace, en agrandit le contenu, isole des éléments et interroge des bases de données. Et il le fait sans toucher à rien, comme un chef dirige son orchestre. À l'aide des images captées par les précogs, il réussit à géolocaliser le lieu où se déroulera le meurtre et à se rendre sur la scène du crime avec son équipe pour arrêter l'homme avant qu'il ne commette l'irréparable. Après une série de rebondissements, Anderton, maintenant traqué par sa propre unité de pré-crime pour un meurtre qu'il est sur le point de commettre, kidnappe Agatha, la plus forte des précogs. Il a besoin de son savoir et de ses visions, comprenant qu'il est tombé dans un traquenard. Il sort donc la précognitive du bassin, l'aide à marcher, et pendant la fuite l'emmène loin du département de pré-crime où elle vit séquestrée depuis 6 ans. Dans la voiture, on retrouve une Agatha affaiblie par l'effort, mais tout de même fascinée par ce qu'elle voit, le visage collé contre le vide de la portière, les yeux grands ouverts. Pendant qu'Anderton la bombarde de questions, elle lui demande « Is it now? » John Anderton lui répond « I'm sorry. I need your help. You contain information. I need to know how to get at it. Can you tell me who Leo Crow is? Can you tell me if... Et Agatha de redemander, Is it now? What? Is it now? Et John, enfin de comprendre, Yes, this is all happening right now.
C'est maintenant, répond Anderton. Et ceci se déroule immédiatement au moment présent. La voiture dans la rue, les édifices qui passent, les piétons croisés, les autres véhicules, tout se déroule maintenant. Agatha n'est pas effrayée et explique plutôt qu'elle est fatiguée, fatiguée du futur. Elle recherche l'expérience du présent, d'un présent immédiat, sans autre médiation que ses cinq sens. Elle n'en veut plus de cette disposition de son esprit qui la conduit à vivre au futur, son attention portée sur les événements à venir, leur perception et transmission. C'est le présent qu'elle veut retrouver, le Eketnung de la situation actuelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce film, dont l'histoire est par ailleurs finement ficelée, mais je veux m'arrêter sur deux aspects avec lesquels il joue explicitement et qui m'apparaissent symptomatiques de notre époque. Le premier est le rapport au présent, au temps présent, à notre capacité de le connaître et d'agir sur lui. Minority Report est un film sur le temps, ses frictions, ses entremêlements, en ce sens qu'il brouille les frontières entre le passé, le présent et le futur. Il permet de reposer la question de l'actuel et de ses modes de connaissance. Le second aspect est l'omniprésence des écrans, qui s'impose maintenant comme dispositif premier de conservation et de transmission de l'information. Le film de Spielberg porte sur les images, leur production, leur manipulation et traitement à l'aide de dispositifs de vision. On retrouve dans ce film le spectre entier des dispositifs de conservation et de projection des images, depuis les images mentales des précogs et les écrans aériens de l'unité de pré-crime, jusqu'aux photos traditionnelles sur support argentique, en passant par les hologrammes, les hallucinations, de vieux films en noir et blanc projetés sur des murs, des empreintes rétiniennes, des greffes oculaires, etc. C'est un film sur les yeux et le regard, sur la vision et ses possibilités, sur les écrans et leurs fonctions. Le présent et les écrans. Ces deux aspects, déployés en arrière-plan dans Minority Report, paraissent une grande pertinence pour comprendre les formes que prend l'imaginaire contemporain. Quatrième temps, le contemporain en tant qu'imaginaire. Le présent, notre présent, n'est pas un temps homogène. Il est fait de temporalités différentes, de tensions multiples et de vecteurs pluriels. On le désigne maintenant comme contemporain. Ce terme est, selon Lionel Ruffel, une non-catégorie, une notion de faible intensité qui a pourtant réussi à s'imposer et, comme il le dit, qui se porte bien et surtout qui ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Cette non-catégorie renvoie souvent à une logique de l'émiettement, du ponctuel, voire de l'équivoque. Comme le dit Michel Maffezoli, il n'y a pas d'arrière-scène, tout est mis sur le devant de la scène, mais dès lors, tout est ponctuel, factuel. Fin de la citation. Pour certains historiens et sociologues, cet émiettement prend la forme d'un présentisme au cœur d'un régime d'historicité contemporain. Et évidemment, je renvoie aux hypothèses de Hartog, mais aussi de Zavatsky, de Targuev, de Leibniz. Cet émiettement prend la forme d'un présentisme, d'une exacerbation du moment présent, que la question « Is it now? Est-ce maintenant ?» résume parfaitement. Que ce présentisme décrive un présent sur le point d'exploser ou d'imploser, ce sont deux réactions fondamentales aux pressions subies, le présent demeure un temps incertain en raison des tensions qu'il traverse. Pour François Hartog, les signes de ce présentisme sont nombreux, allant de l'éloignement de la mort jusqu'aux effets de la commercialisation croissante de toutes nos activités, ainsi qu'au développement des communications qui altèrent notre expérience du temps, le comprimant selon leur bon vouloir. Marc Auger en identifie trois aspects. Une accélération de l'histoire liée à la globalisation de l'économie et au développement des médias, un rétrécissement de l'espace lié à l'accélération des moyens de transport et à la diffusion des images, et une individualisation des itinéraires ou des destins. Peter Sloterdijk parle, quant à lui, du contemporain comme d'un équilibre précaire et plus précisément comme d'une écume, métaphore promue au rang de figure théorique. Le contemporain est une telle écume générée par la rencontre du présent et de ses temps limitrophes. Il est produit par l'union de l'actuel et de cet étonnant mélange de potentialités que représente le futur et de rémanence d'un passé qui s'accroche encore. C'est un équilibre précaire où viennent se mailler des dispositifs, à la Foucault ou encore à la Agamben, où viennent donc se mailler des dispositifs, des habitudes interprétatives spécifiques
et des productions littéraires, artistiques et culturelles, actualisant à leur façon une représentation du monde. La tendance face aux contemporains est parfois de chercher à adopter une posture de repli. Agamben affirme ainsi l'inactualité du contemporain. Pour lui, appartenir véritablement à son temps requiert de ne pas coïncider parfaitement avec lui ni d'adhérer à ses prétentions. Son hypothèse est que le sujet contemporain doit se faire inactuel et anachronique. S'il est ici, il cherche à ne pas être maintenant, à aborder le présent depuis un passé quelconque. Pourtant, concevoir l'imaginaire comme une interface et un ensemble structuré de médiations et de filtres permet de ne pas reculer, mais d'avancer et de se confronter aux difficultés que pose l'étude de ce qui se passe au présent sous nos yeux. Ça ne veut pas dire abandonner tout esprit critique, mais de travailler et de construire, de l'intérieur de ce temps que nous habitons inévitablement, des espaces de réflexion et d'analyse. Le monde contemporain, nous nous en faisons une image. Non pas au sens traditionnel du miroir ou de l'image-objet, mais au sens d'un objet-image, tel que proposé par Serge Tisseron. D'un objet-image que l'on manipule et expérimente avec ses mains et son esprit. Cela implique non seulement observation et conceptualisation, mais encore intervention. Comme le signalait il y a déjà 25 ans Hayden White, there is no history without a full-blown meta-history. Il n'y a pas d'enquête sur l'imaginaire contemporain qui ne soit aussi, et en même temps, une théorisation de cet imaginaire et de notre capacité à l'appréhender et à le décrire. Jacques Rancière ne dit pas autre chose quand il présente l'esthétique à la fois, et je le cite, comme un régime général de visibilité et d'intelligibilité, et un mode de discours interprétatif appartenant lui-même aux formes de ce régime. Fin de la citation. On rejoint ici, je crois, la notion de communauté interprétative de Stanley Fish. Dans cette perspective, aborder le contemporain comme un imaginaire, c'est mettre l'accent sur ce qui module notre rapport au monde et qui permet d'en expliciter la singularité. L'imaginaire est une médiation, une interface entre le sujet et le monde, une relation singulière qui se complexifie en se déployant, ouverte sur les dimensions culturelles et symboliques au cœur de toute expérience humaine. Plus précisément, cette interface est constituée d'un ensemble de règles d'interprétation ou de traduction, de compréhension ou de mise en récit, fondé lui-même sur un lexique et une encyclopédie qui en servent d'interprétant premier, ainsi que sur une expérience du monde qui lui fournit des éléments complémentaires et collatéraux. Ces règles se présentent comme des traits saillants auxquels correspondent des figures et des logiques de mise en récit, discursives et ou imaginées. Une observation soutenue des productions culturelles, artistiques et littéraires contemporaines a permis d'identifier un certain nombre de ces traits. Pour n'en isoler que 4, on note aisément une soif de réalité, c'est-à-dire une attention surdéterminée au présent et à ses manifestations, et qui rend compte de notre relation angoissée à un monde en constante transformation. Le deuxième serait un morcellement du sensible qui recouvre l'important fractionnement des identités et des communautés, qui déstabilise le sens commun et exige de reconstituer des liens tant symboliques que sociaux. Le troisième terme est une logique des flux. Logique qui s'exprime par des rapports identitaires fondés sur l'extimité plutôt que sur l'intimité, une identité en négociation constante, établie et mise en partage sur des réseaux. Quatrième trait, une folie du voir, une folie qui surdétermine notre passage d'une culture du livre à une culture de l'écran et qui se manifeste notamment par une omniprésence de ces dispositifs numériques d'inscription, de traitement et de visualisation de l'information, qu'elle soit textuelle, visuelle ou audio. Cette culture de l'écran est marquée par une image que l'on manipule, par opposition à une image que l'on regarde simplement, par une iconotextualité devenue prépondérante et par des dispositifs techniques de plus en plus conviviaux. Ce sont sur ces écrans que je veux maintenant m'arrêter. Nous sommes rendus au 5e temps, être un écran ou ne pas être. En 2054, nous dit Minority Report, on visionnera des fragments du futur sur des écrans faits d'une vitre transparente. On manipulera des images du bout de ses doigts sans toucher à rien. On travaillera à l'ordinateur comme un chef d'orchestre et les images valseront dans l'espace du salon ou du laboratoire. D'ailleurs,
Penser le futur, comme le montre le film de Spielberg, c'est détacher l'écran et l'image de l'ordinateur qui l'alimente, comme si ceux-ci pouvaient exister sans lui, flotter dans le vide à la manière des hologrammes. L'écran est le dispositif par excellence du numérique. C'est par le biais des écrans et de leurs interfaces graphiques que nous avons accès à nos ordinateurs. Ce lien est une des composantes de notre expérience. Il ne faut pas s'étonner que les représentations du futur tentent de déjouer cette relation nécessaire et de détacher le contenu des écrans des dispositifs eux-mêmes. De la même façon, mais dans une logique inversée, dans de vieilles versions du futur, les ordinateurs n'étaient pas représentés par des écrans, mais par des voix, des manettes et des lumières. Des écrans sans cadre ni densité. C'est l'idéal d'une immersion complète, reposant sur la transparence d'un dispositif qui permet une plongée sans résistance dans un contenu apparemment non médiatisé. Une telle transparence est une illusion, un idéal inatteignable, mais elle est au cœur, comme nous le rappellent Boulter et Grommela, des développements informatiques des dernières décennies et de la recherche d'interfaces toujours plus fluides et diaphanes, fondées sur des relations iconiques, sur l'image par conséquent et ses particularités médiatiques et sémiotiques. La culture de l'écran entérine en fait une réalité de plus en plus prégnante, celle d'une image devenue processus de connaissance. Cette image, on la regarde et on la manipule, on s'en sert pour connaître et se reconnaître, et son régime sémiotique singulier impose sa logique associative et relationnelle. Réfléchir, se souvenir, inventer, c'est travailler avec des images, c'est toucher et retoucher des images. Comme le dit Grégory Chatonsky, l'image est devenue un instrument. Et je le cite, « L'écran ne se limite plus à l'inscription de l'image, il revêt également un fonctionnement instrumental et c'est pourquoi il devient tactile. Il ne concerne plus seulement le regard, mais la main. Plus encore, il est une surface sur laquelle lire, c'est inscrire, et inscrire, c'est lire, toujours et immédiatement entrelacé. » Donc, fin de la citation de Chatonsky. L'écran est le dispositif par excellence du numérique. C'est par le biais d'un écran et de son interface visuelle que nous avons accès aux ordinateurs. On a assisté à une pénétration graduelle des écrans dans toutes les sphères de la vie. Cette pénétration a procédé par le biais d'au moins 3 mouvements. Le premier mouvement est une généralisation graduelle des écrans. Pour Olivier Asselin, il ne fait aucun doute qu'ils sont de plus en plus omniprésents. Et je le cite, « Il n'est pas un lieu, pas un objet, pas un corps qui ne soit potentiellement doté d'un écran et ou d'une caméra. Il ne puisse devenir ainsi interactif et branché sur un réseau. » Fin de la citation de Asselin. Lipovetsky et Serrois annonçaient déjà, il y a 7 ans, le règne de l'écran global. On est passé, disent-ils, d'un demi-siècle de l'écran spectacle à l'écran communication, de l'écran 1 au tout écran. Longtemps, l'écran cinéma était l'unique et l'incomparable. Ils se font maintenant dans une galaxie dont les dimensions sont infinies. Voici l'époque de l'écran global. Fin de la citation. L'écran global est un état écranique généralisé, nous disent Lipovetsky et Serrois, fondé sur une omniprésence, une multifonctionnalité et une médiaticité généralisée. Pour les auteurs, d'ailleurs, il est devenu évident que l'écran a été érigé, et je les cite maintenant, en pôle réflexe, en référentiel premier permettant d'avoir accès au monde, aux informations, aux images. Écran indispensable pour presque tout, écran incontournable. Un jour peut-être, ce qui ne sera pas disponible sur écran n'aura plus d'intérêt et d'existence pour tout un ensemble d'individus. Quasiment tout se cherchera sur écran et renverra à celui-ci, être sur écran ou ne pas être. Fin de la citation. À cette généralisation des écrans répond un rapprochement graduel. L'écran de la salle de cinéma était éloigné. Peu à peu, cette distance s'est amenuisée avec l'écran de la télévision installé dans le salon, puis avec la télévision câblée et accessible par une télécommande. Ce fut ensuite l'écran de l'ordinateur de table, puis ce fut l'écran de l'ordinateur portable et l'écran de la console portable de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'écran de téléphone intelligent, de la tablette numérique et des lunettes Google à quelques centimètres seulement de l'œil. Il ne s'agit pas d'une progression constante ou linéaire, c'est évident, mais d'un processus général de rapprochement et d'inclusion dans la sphère personnelle.
Les écrans nous accompagnent. Nous en avons dans nos maisons, dans nos sacs, dans nos poches, dans nos mains. Le deuxième mouvement est l'interactivité grandissante des écrans via leurs interfaces. L'écran intégré à une interface devient objet d'une manipulation qui n'est pas métaphorique. L'écran et l'image avec lui ne sont plus des objets que nous regardons, mais que nous touchons avec les doigts et la main. Ce sont aussi, à la limite, des images, des objets-images par lesquels nous pouvons agir sur le monde. Harun Farocki désigne ces objets-images comme des, et je prends son expression, des images opératoires. Les images opératoires, ce sont ces images, présentes dans les technologies militaires notamment, qui ne servent pas tant à représenter un objet qu'à faire partie d'une opération. Pour Grégoire Chamaillou, qui reprend cette expression de Farocki dans le cadre d'un essai sur les drones et les technologies militaires de surveillance et d'intervention à distance, je le cite, « La vision est ici une visée. Elle ne sert pas à représenter des objets, mais à agir sur eux, à les cibler. Le lien entre les deux, c'est l'image à l'écran, qui est moins elle-même une représentation figurative qu'une figuration opératoire. On peut cliquer et quand on clique, on tue. Mais l'acte de tuer se réduit ici concrètement à cela. Placer le pointeur ou les flèches sur de petites images actionnables, de petites figurines qui ont pris la place de l'ancien corps en chair et en os de l'ennemi. Fin de cette longue citation de Chamaillou. Cet auteur, en fait, ne parle pas vraiment de jeux vidéo, mais d'un écran lié à un drone chargé de missiles prêts à être lancé. Alors, sans vouloir remétaphoriser une notion devenue dangereusement concrète, on peut avancer tout de même qu'en culture de l'écran, la limite supérieure de l'objet-image est cette image opératoire, une image qui permet d'intervenir sur le monde. Pas un monde fictionnel, une élaboration sémantique soumise à de multiples conventions, mais le monde réel, tangible, fait de chair et de matière. Une telle conception vient compléter la modification subie par l'image. Son rapport au monde et aux objets auxquels elle renvoie n'est plus iconique ni même indiciel, il est devenu performatif. L'image ne témoigne plus d'une présence, comme une empreinte ou une trace de sang, mais elle agit sur cette présence et entreprend de la modifier. En culture de l'écran, l'image permet une intervention sur le monde. C'est l'extrême limite du spectre. En deçà de cette posture extrême, on trouve toutes sortes de relations au monde et de manipulation de l'image, toutes sortes d'images qui s'imposent comme les pièces maîtresses d'un processus cognitif ou agentif, d'une intellection, depuis les jeux vidéo et leurs interfaces de plus en plus réalistes, jusqu'au dispositif du Google Street View qui permet de se déplacer dans le monde, les rues d'une ville notamment, par la voie d'une série de photographies liées entre elles afin d'assurer une continuité spatiale, du moins une première ébauche de cette continuité. Les distorsions y sont nombreuses, les effets de compression de l'image au moment des déplacements donnent un léger vertige ou une nausée passagère, si vous le voulez, mais à aucun moment perdons-nous de vue la rue que nous empruntons. Avec de tels dispositifs, ce n'est pas une image que nous manipulons, incidemment, mais une image faite pour être manipulée et conçue, à la limite, pour que cette manipulation ait une incidence sur le monde. Par les interfaces qu'elle permet de déployer, l'image semble devenue toute puissante. Elle permet d'explorer le monde, d'en faire apparaître des aspects autrement invisibles et même d'agir sur lui. Blow Up, le film d'Antonioni de 1966, laissait croire qu'on pouvait agrandir une image indéfiniment et en étudier les détails jusqu'à voir apparaître des indices d'un crime indétectable par toute autre approche. Une telle fiction, constamment réitérée depuis, est devenue réalité avec les procédés photographiques à gigapixels où l'augmentation de la résolution de l'image donne une impression de profondeur et de densité qui dépasse nos propres expériences du monde. Minority Report joue aussi à sa façon sur une telle image toute puissante. Par contre, cette puissance ne se conjugue pas au présent, mais au futur, et elle est essentiellement paradoxale. Les images glanées par les precogs n'interviennent pas directement sur le monde, comme avec les images opératoires, mais leur relation est motivée, fortement motivée.
elles sont les images du futur et permettent d'intervenir sur le monde en modifiant le cours. Mais ce faisant, elles ne sont plus images de rien, car le futur dont elles témoignaient, elles ont permis qu'il n'advienne pas, faisant sortir le présent de ses gonds. La vérité de ces images, leur motivation intrinsèque, elles sont les empreintes d'un futur qui existe déjà en puissance, est la source de leur inadéquation. Ce qui est à leur origine les prive de cette origine même. Le troisième mouvement réside, quant à lui, dans la dématérialisation graduelle de l'écran. Ce dernier mouvement répond à une logique de l'interface par opposition à une logique de l'immersion, à une réalité qui est augmentée plutôt qu'effacée, devenue virtuelle. Mais cette opposition s'anéantit à partir du moment où l'écran perd son cadre et ce dernier se dilue. L'idée derrière les dispositifs de réalité virtuelle est de faire disparaître la présence de l'écran afin de faire croire au spectateur que la distance présente entre lui et ce qui est représenté s'est estompée. Il n'y a plus représentation, mais présence, ou plus précisément, illusion de présence, effet de présence. On comprend en fait que la pensée sur l'écran suit la même direction que la pensée sur la ligne. Dès l'instant où la ligne s'est imposée comme principe d'organisation du récit, les écrivains ont cherché à s'en libérer, proposant des constructions narratives non linéaires, développant des procédés de spatialisation du texte ou de labyrinthisation du récit. De la même façon, depuis que l'écran s'est imposé comme dispositif majeur de représentation, les artistes ont cherché à s'en libérer, cherchant à développer des stratégies de réalité virtuelle ou de représentation sans écran, c'est-à-dire sans cadre. Or, le cadre est constitutif de l'écran et s'impose comme condition matérielle des images. Sixième temps, des fictions à l'écran. Il faut dire que l'écran en tant que dispositif favorise les phénomènes de dilution du cadre ainsi que l'atténuation des différences qui en est la conséquence. La fiction est une forme de feintise, nous ont expliqué Jean-Marie Schaeffer, mais aussi Kate Hamburger, Thomas Pavel, Lubomir Dolodzel, etc. Elle est une feintise où l'on fait semblant que ce qui est raconté est vrai. Dans un contexte littéraire, en culture du livre notamment, la démarcation entre ce qui est vrai et feint est clairement établie. Le livre, comme dispositif, permet de distinguer ce qui est intérieur et extérieur à lui. De plus, des conventions littéraires ont surdéterminé les frontières de ce jeu. On le sait, dans les contes, le performatif « Il était une fois » sert de marqueur permettant d'initier ce jeu. Le développement de stratégies in media res, déployées dans le cadre du roman et a fortiori du roman réaliste, est venu complexifier ce jeu tout en confirmant ses assises. Il y a là un jeu établi. La même chose ne peut être dite en culture de l'écran. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur, on ne referme pas un écran comme on ferme un livre, entre le vrai et le feint n'est pas franche. Le cadre est beaucoup plus poreux et les entreprises de brouillage de cette frontière sont nombreuses. La fiction est, nous dit Schaeffer, une feintise ludique partagée. Elle est une simulation produite sans intention de tromper et reconnue ainsi par ceux qui en sont les participants ou les destinataires. La fiction doit être annoncée et la fonction de cette annonce est, et je vous cite à nouveau Schaeffer, d'instituer le cadre pragmatique qui délimite l'espace de jeu à l'intérieur duquel le simulacre peut opérer. Fin de la citation. Or, en logique de l'écran, ce partage n'est pas toujours respecté. Il n'est pas une condition préalable à la fiction. Il faut dire que, entre la fiction romanesque et sa contrepartie à l'écran, il y a une différence sémiotique fondamentale, celle entre le symbole et l'icône. Le symbole, au sens de Charles Sanders Peirce, est un signe conventionnel, le lien entre le signe et ce à quoi il renvoie étant établi par une loi, un code ou un ensemble de règles. La convention additionnelle à la base de toute fiction vient s'ajouter à cet ensemble. Le lien entre l'image et ce à quoi elle renvoie est établi quant à lui par une ressemblance. Le signe ressemble à son objet.
Bien que cette ressemblance elle-même soit sujette à caution et en grande partie établie par le regard de l'interprète, celle-ci ne dit pas d'emblée qu'elle est codée, soumise à une règle. Le caractère spontané de la relation favorise l'écrasement de la différence entre le signe et son objet, ce qui en favorise les lectures naturalisantes. La fiction n'y apparaît pas comme une convention additionnelle, ajoutée à un ensemble, n plus 1 si vous préférez, mais comme un filtre ou un rideau venant rompre une relation, c'est la négation de n, ou l'atténuer. Nous sommes dans une logique du soupçon. Cette différence est liée entre autres au dispositif en jeu, le livre et l'écran. Les trois principales fonctions de la page et du livre sont de noter, de conserver et de transmettre. Celles de l'écran sont tout autres. L'écran, selon les définitions traditionnelles du terme, sert à protéger, de la chaleur notamment, à dissimuler, ce qui est derrière l'écran est caché, et à représenter, c'est le plan lui-même, qui est une surface d'inscription. L'écran sert à protéger, à dissimuler et à présenter, plutôt que de noter, de conserver et de transmettre, on l'aura compris. Comme le remarque Luc von Cherry, et je le cite, le mot « écran » désigne ce panneau aux fonctions multiples capables de séparer, de protéger ou de dissimuler, véritable plan de séparation qui introduit entre une réalité donnée et le sujet qui lui est opposé une surface d'arrêt suffisante pour délimiter une zone d'exclusion du visible. Fin de la citation. La polysémie du terme joue sur les formes du visible et de l'invisible, du présent et de l'absent, du révélé et du caché, de l'apparaître et du disparaître. C'est un dispositif complexe, à la fois porteur de signes, participant à ce régime sémiotique qui le rend possible, surtout en situation de transparence, et masque ce qui dissimule au lieu de rendre présent, un procédé donc asémiotique. Cette polyvalence explique la complexité des jeux de brouillage que l'écran, en tant que dispositif, permet de développer. La fiction apparaît sur des écrans, petit écran, écran de la salle de cinéma, écran de l'ordinateur, écran tactile des tablettes et des téléphones intelligents, et elle fait écran. La fiction apparaît sur des écrans et elle fait écran. Tout à la fois, elle présente et dissimule. En fait, elle présente pour mieux dissimuler. Septième temps, feindre à l'écran. Nous vivons entourés de fictions et d'écrans. Des fictions diffusées par des écrans. Ce sont des fictions en ce sens que les valeurs de vérité de ces images et récits qui nous entourent et que nous consommons ne peuvent être établies de façon assurée. Tant qu'elles restent dans le flux qui les voit apparaître, tant qu'elles se succèdent à ce rythme trépidant que nous leur connaissons, elles échappent à tout contrôle, à toute vérification. Bien entendu, nous pouvons extraire une information de son contexte et l'examiner dans son rapport référentiel, stopper les machines pour en vérifier le fonctionnement. Mais nous ne le faisons que sporadiquement lorsque pressés par une incohérence ou une urgence quelconque. En culture de l'écran, la feintise n'est plus une convention partagée, mais une modalité fondamentale de notre être au monde, une des composantes essentielles de cette interface que notre imaginaire déploie. Nous faisons semblant de croire à la vérité de ce que les écrans diffusent, sachant qu'à défaut d'être authentiques, ces récits ont l'avantage d'être partagés et de nous servir de référence commune. Ils permettent de tisser des liens, d'assurer une intercommunication, de meubler cette interface qui nous lie, mais sans pour autant être véridiques. Ils sont vrais comme des romans peuvent être dits vrais, c'est-à-dire que leur vérité est au deuxième degré, elle est symbolique plutôt qu'effective, elle réunit plutôt que de référer. Pour Jacinto Laguerra, une telle argumentation repose sur le fait, et je le cite, que le symbolique a pris le pas sur le réel. Non que le réel soit inexistant, il est simplement absorbé et résorbé dans le symbolique. Le double bind est radical. Le symbolique dépasse le réel et le réel n'existe qu'en sa propre virtualité. Fin de la citation. Cela participe, pour Laguerra, d'un processus de déréalisation du monde. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que tout est fiction, mais plutôt que la fiction s'inscrit
en culture de l'écran, au cœur de notre rapport au monde. Et elle apparaît comme un soupçon, le soupçon d'une vérité toujours déjà apprêtée, toujours déjà médiatisée. La fiction n'y est plus un jeu de langage, mais une hypothèse, voire une règle d'interprétation déterminant une mise en relation et, ultimement, une vision du monde. Étudiant le faux documentaire Nothing So Strange de Brian Fleming de 2002, relatant le meurtre de Bill Gates, événement fictif s'il en est un, Samuel Archibald explique que, dans donc Vraie fiction et faux documents, noté par sur l'assassinat de Bill Gates, Samuel Archibald explique que, et je le cite, le maintien d'un flou entre discours factuels et fictionnels ou entre formes fictives et documentaires constitue un trait marquant des esthétiques numériques contemporaines. La réception d'œuvres fictionnelles limites s'effectue souvent désormais sur la construction progressive d'un cadre pragmatique plutôt que sur son établissement inaugural. Fin de la citation. La fiction ne requiert plus la présence instigatrice d'embrayeurs, elle se donne à expérimenter comme un flux continu, un toujours déjà là, à la manière d'une série télé attrapée en cours de route ou de ces films qui débutent sans aucun générique, à l'image d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et de 1979. En fait, le in media res ne caractérise plus une stratégie narrative, mais la situation type de l'expérience contemporaine. Une condition sémiotique. Nous sommes toujours déjà au milieu des choses, captant des fragments d'une transmission toujours déjà en cours. Et l'expérience d'Internet ne déroge pas à cette situation, puisque les réseaux nous offrent un flux continu d'informations dont les statuts et origines ne sont guère mis en évidence. Samuel Archibald s'intéresse aux œuvres fictionnelles limites, comme les documentaires ou les fictions délocalisées et implicites d'Internet, mais on peut généraliser sa posture et proposer que toute production apparaissant à l'écran, puisqu'elle ne peut être reçue que sur le mode du soupçon, requiert une reconstruction progressive de son cadre pragmatique. Tout peut s'avérer être une fiction, que ce jeu sur la vérité passe par une simplification, une fabrication, un détournement, un collage, une invention, etc. Les événements surgissent d'ores et déjà médiatisés, comme les attentats du 11 septembre nous l'ont montré. Certains n'existent même que pour être médiatisés. C'est bien la thèse défendue par Baudrillard pour qui le faux, le fabriqué, contamine tout. Une photographie telle que Rescue Effort des frères Sanchez permet d'illustrer ce soupçon. On y voit un homme être sauvé d'une coulée de boue sur le point de l'ensevelir par au moins 4 hommes. C'est un plan rapproché, on ne voit aucun visage, l'image semble tout à fait authentique. Elle s'insérait sans peine dans un article du National Geographic sur un tremblement de terre récent ou un effondrement de terrain. Nous sommes au cœur d'un drame. La photo met l'accent sur la vaillance des secouristes et la difficulté de leur tâche, sur la très grande vulnérabilité de l'homme inanimé ou peut-être même déjà mort. L'image est un concentré d'héroïsme et nous approchons du dénouement. Cette image pourtant n'a rien de spontané. Elle est le résultat d'une mise en scène complexe. Le cadrage est fait pour resserrer l'attention du spectateur sur les corps des hommes au travail, excluant toute donnée permettant d'identifier un cadre quelconque. Où sommes-nous? Nulle part, évidemment. Nulle part sinon qu'au cœur même de l'événement spectacle et de sa représentation. L'homme étendu est un acteur qui respire par un tube, nous disent les frères Sanchez. La coulée de boue n'est liée à aucun effondrement, mais à une scénographie savamment orchestrée. Rien n'a été laissé au hasard. La scène a été créée dans les studios des frères Sanchez. La boue est retenue par des planches et des madriers. Ce n'est pas un événement qui est capté par les frères Sanchez, c'est l'événementialité en tant que telle. Un événement type, un événement généralisé. Libéré de ses attaches spatio-temporelles, de ses déterminations historiques, voire humaines. C'est l'effort dans sa forme la plus simple, la survie. Voilà ce à quoi ressemble une opération de sauvetage. Voilà ce à quoi ressemble toute opération de sauvetage. Les véritables opérations, lorsqu'elles surviennent, ne sont que des actualisations de cette forme pure.
Et l'émotion qu'elle suscite, un mélange d'empathie pour la victime, d'admiration pour ses sauveteurs, couplée à une fragilisation de soi face à un destin qu'on imagine sans peine tragique, n'est qu'une répétition pour celle ressentie face au modèle. Rescue Mission, c'est la forme, le type plutôt que le token, l'essence même de cette action, un pur moment de stress. Sommes-nous maintenant, pourrions-nous demander à la manière d'Agatha dans Minority Report? Non, nous ne sommes pas maintenant, car cette opération de sauvetage ne s'est jamais véritablement produite. Non. Mais oui, un peu tout de même, car nous sommes, avec Rescue Effort des frères Sanchez, en dehors du temps, dans un temps sans temps, un présent virtualisé parce que ramené à ce qui le constituera quand il adviendra. Nous serons dans ce maintenant quand les opérations se mettront en branle. Ce maintenant pourra croiser un événement dont il apparaîtra comme la forme même. Huitième temps, conclusion. Sommes-nous maintenant? Demande Agatha. Un simple oui ne suffit pas à lui répondre. Évidemment, nous sommes toujours déjà là dans le hic et nunc de notre situation, le nez collé au hublot. Mais en même temps, ce hublot n'est pas fait d'une simple surface transparente. Ce hublot est un écran. Et ce qu'il donne à voir n'est pas nécessairement ce qui se produit de l'autre côté de la vitre. Ce qui nous est présenté, ce qu'on voit apparaître sur la surface lisse et plane de cet écran, a été fait à notre intention. Il a été fait pour répondre à nos attentes, réduisant le spectre des possibles pour surdéterminer le probable. Le présent ne peut être perçu qu'à travers des strates de médiation qui construisent notre perception du monde tout en révélant les lignes de force, de failles et de tension. Elles en fournissent une version que nous nous approprions en fonction de notre propre horizon d'attente. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que le monde qu'aperçoit Agatha est le même que celui qu'observe Anderton? Collée contre la vitre de la portière, elle regarde dans les airs et considère distraitement les passants et les édifices de Washington. Quant à lui, il reste attentif au flux de la circulation, surveille les autos qu'il côtoie et regarde anxieusement dans son rétroviseur. Ils ne vivent pas un même présent, même si leurs déterminations spatio-temporelles sont les mêmes. La précogue redécouvre un temps, le présent, qu'elle croyait ne plus jamais connaître. Anderton, quant à lui, tente de déjouer un futur qui lui est destiné par la voie d'un piège qui plonge ses racines dans les événements de sa propre vie. C'est-à-dire que la réponse d'Anderton à la question d'Agatha n'est véritablement qu'un faux fuyant. Il n'y a pas de présent qui se résume à une seule détermination, une seule trajectoire. Le présent n'est pas un point sur une ligne, un point par lequel toutes les lignes passeraient. Il est un espace frontière traversé de vecteurs, de tensions et de contradictions. Et l'idée que nous partageons un même temps est un écran qui nous rassure peut-être sur notre place dans le monde, mais qui nous cache le fait que cet espace commun n'est pas un territoire plein, mais une collection de points et de liens qui ne constituent un tissu que sous une certaine lumière qu'en raison d'une volonté, voire d'une habitude d'y voir un ensemble. C'est maintenant, uniquement, parce que nous le disons et l'imaginons. Merci.